Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce 22h, ouverture de la 5e Assemblée Générale du Forum tripartite du dialogue social de la CEDEAO. Objectif, examiner et valider le plan d'action de la Convention de l'institution sur la sécurité sociale. Détail à suivre avec Idrissa Bari. Et puis nous vous proposerons une immersion dans un centre médical communal de la place. Vous allez voir, la structure sanitaire peine à joindre les deux bouts pour fournir des soins aux patients. Enfin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en Centrafrique pour sa première visite d'une opération de maintien de la paix depuis sa prise de fonction en janvier dernier. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. La Guinée abrite la 5e Assemblée Générale du Forum tripartite du dialogue social de la CEDEAO. Durant 3 jours, les participants venus des pays de la sous-région vont échanger sur la promotion du dialogue social et le tripartisme afin de prévenir et de résoudre les conflits. L'objectif visé par cette assemblée est d'examiner et de valider le plan d'action opérationnel de la Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale. Idrissa Bari, Thierno Sadou Bari pour le compte-rendu. Les principaux objectifs de cette Assemblée générale du Forum tripartite du dialogue social de la CEDEAO consistent à stimuler le développement socio-économique et l'intégration par l'amélioration des conditions de travail et d'encourager les échanges d'informations sur les questions sociales susceptibles d'être conflictuelles. Ce forum constitue donc une opportunité de traiter les questions d'actualité relatives au dialogue social, mais aussi et surtout d'élaborer et réviser les plans d'action opérationnels du forum. Depuis 2011, une politique sous-régionale est mise en place qui doit se décliner concernant la sécurité sociale, le droit du travail, les droits des travailleurs migrants, le travail des enfants et d'autres thèmes qui concernent l'ensemble de cette cible. C'est en 2011 que la première Assemblée générale a établi le Forum tripartite du dialogue social de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la politique du travail et de l'emploi et de son plan d'action stratégique. Selon l'Organisation internationale du travail, 82% des travailleurs africains sont pauvres parce qu'ils évoluent dans le secteur informel et l'auto-emploi. Notre population ne migre pas. Quelles sont les opportunités ici au niveau de nos pays, dans l'espace CEDEAO, des opportunités de travail, d'entrer dans le marché, qu'il y ait des formations qui soient en convenance avec l'offre de travail, donc des formations innovantes. Durant ce forum, des sujets liés à l'emploi jeune, le travail décent, le travail des enfants, l'harmonisation du droit au travail et la migration en Afrique vont être débattus par les participants. De sa mise en œuvre en 2011, plusieurs avancées ont été enregistrées, dont la validation d'un projet de charte régionale sur le dialogue social tripartite, la validation des termes de référence sur l'harmonisation du droit du travail. Le forum est un cadre d'échange, mais aussi de décision entre les représentants gouvernementaux et les partenaires sociaux. Il doit donc être mis à profit pour que des mesures soient prises au plan politico-institutionnel et juridique pour renforcer la protection des droits des travailleurs, y compris les migrants, dans l'espace CEDEAO. Les participants espèrent, à l'issue de ces 3 journées d'échange, présenter et approuver le guide sur le renforcement de la protection des droits des travailleurs migrants. Ils vont aussi se pencher sur l'opérationnalisation de la Convention générale sur la sécurité sociale de la CEDEAO. Dialoguer pour définir les tendances pour le développement socio-économique du pays, c'est autour de cette problématique que des économistes se sont réunis. L'initiative vise aussi à rapprocher plus le secteur privé aux autorités guinéennes, notamment le ministère des Finances. Explication Gibril Ba, Alseni Kamara. Le secteur privé est l'une des clés que le ministère des Finances doit utiliser pour répondre à certaines équations du développement économique. Sans ce secteur, les autorités manqueront de gouvernement. Alors c'est ce qui explique cette rencontre qui se focalise sur l'indice de confiance. Pour que cet indice de confiance s'installe, l'État a besoin de rapprocher ces personnes évoluant dans le secteur privé. Nous leur avons présenté cet outil et nous souhaitons leur participation massive puisque cet outil nous permettra à nous, ministère de l'économie et des finances, de pouvoir collecter
des informations, notamment sur leurs décisions d'investissement. Le secteur privé contribue énormément au développement socio-économique d'un pays. En Guinée, il est rare de voir ces cadres d'échange. Pourtant, il devrait inverser de nombreuses tendances. Le secteur privé et le ministère des Finances, ensemble, ont la possibilité de débattre du mode fiscal sur la création des entreprises et l'obtention de la dette intérieure. Informer son secteur privé de ce que l'État fait, discuter avec son secteur privé sur les processus de développement de la nation guinéenne. Aucun pays ne peut réussir sans son secteur privé. Le dialogue entre le secteur privé et le département en charge de l'économie donne également l'opportunité à certains patrons d'entreprises d'acquérir des expériences ou proposer au gouvernement des alternatives de développement qui peuvent booster l'économie nationale. Beaucoup d'écoute de la part du ministère à travers cet outil, mais également une fois que cet outil est renseigné, une fois que les tendances sont dégagées, de la réaction ou la mise en place de mesures adéquates. Le secteur privé trouve difficilement sa place dans la résolution des problèmes économiques de la Guinée. Méconnaissance ou absence de volonté du gouvernement, cette formule est en tout cas le langage courant du milieu économique. Présentation et validation de l'étude de faisabilité du site d'Amaria. Dans son projet d'électrification de la Guinée, le gouvernement, à travers son ministère de l'hydraulique, ambitionne la construction d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Concouré. Ce mercredi, une société chinoise chargée de la construction de ce barrage a procédé à la présentation de la maquette soumise à une étude de validation. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souri 5 Souma. À quelques 38 km de Tanéné, un barrage hydroélectrique va bientôt voir le jour. C'est le site d'Amaria. Dernier site d'aménagement sur le fleuve Concouré, le gouvernement guinéen, avec l'appui d'une société chinoise, continue sa campagne d'électrification de la Guinée. Amaria est le dernier barrage et le dernier site aménageable sur le fleuve Concouré, qui recèle une forte potentialité d'hydroélectricité pour notre pays, pour le développement minier et pour la sous-région. Ce barrage va servir de relais à celui de Kaleta et Swapiti. Un projet ambitieux qui a subi des études minutieuses avant cette présentation pour validation. Cheikh Taïb Silla, les experts du ministère énergétique et les experts en eau et en électricité de Chine se sont consacrés aux travaux préliminaires du projet avec enthousiasme depuis 4 mois. Donc aujourd'hui, c'est aussi 24. Donc ça fait 4 mois, on a travaillé ensemble. Au-delà de ce projet, le ministère de l'hydraulique compte réaliser d'autres barrages dans les régions de la Haute et Guinée forestière. Toutes ces lignes d'interconnexion vont permettre à la Guinée d'exporter de l'énergie dans la sous-région, d'alimenter aussi toute la Guinée. On vous a parlé tantôt de la boucle de Guinée. Il y a la ligne Guinée-Mali qui va bientôt démarrer. Santé, dans ce 22 heures, l'ambassade des États-Unis, à travers l'USAID, a procédé à une remise officielle de dons de lits, des équipements médicaux et des services pour les guéris d'Ebola à l'Agence nationale de sécurité sanitaire ce mercredi. La remise s'est effectuée à la pharmacie centrale. Dr Sakoba Keita estime que cet équipement servira au programme de renforcement de la surveillance des agents jusqu'en 2018. Mamadou Sadio Baldé et Lamine Silla nous signent ce commentaire. Cette donation de produits de laboratoire et d'équipements médicaux au ministère de la Santé est le premier d'une série de livraisons qui se feront au cours des semaines à venir, affirme la directrice de l'USAID. Ce don vise à renforcer la capacité des médecins qui travaillent avec les survivants d'Ebola et atténuer la stigmatisation qui les empêche d'avoir une vie normale dans la société. Cette institution américaine a financé l'achat de produits de laboratoire et d'équipements médicaux dans le cadre du projet appuyant l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Ce projet est intitulé « Prévention de la transmission de la maladie à virus Ebola et du renforcement des services pour les guéris d'Ebola ». Les produits de laboratoire reçus seront destinés au laboratoire de fièvre hémorragique pour être utilisés pour des examens appropriés dans le cadre des activités de prévention de la transmission de la maladie à virus Ebola.
Quant à l'équipement médical, il sera destiné à renforcer la qualité des soins de certaines formations sanitaires afin d'améliorer la qualité des soins aux populations, y compris les guéris d'Ebola. 14 lits complètent cet équipement. Dr Sakouba Keita, au nom des autorités guinéennes, exprime la reconnaissance de la Guinée à l'USAID. Depuis 2015, dit-il, un programme intitulé La surveillance active en ceinture est toujours d'actualité. Le laboratoire avait besoin d'être renforcé en matériel et en réactif. Cette donation apporte une solution, mentionne-t-il, ajoutant que la surveillance peut continuer jusqu'en 2018, peut-être l'année suivante. Santé encore, immersion dans le centre médical communal des Flamboyants. C'est dans la commune de Ratoma, une structure sanitaire publique qui peine à joindre les deux bouts pour fournir des soins aux patients qui viennent suivre leur traitement. Tous les services médicaux sont en manque d'équipement et les responsables sanitaires demandent l'implication de l'État et des partenaires pour équiper le centre et garantir la formation du personnel. C'est un reportage signé Makiso Ibrahima Wal Kamara. Aïssatou Diallo porte une grossesse d'environ 6 mois. À la maternité de ce centre médical communal, elle ne peut faire l'échographie pour connaître l'évolution de son bébé. Déçue, elle est contrainte de partir ailleurs. Je suis venue aujourd'hui pour faire mon échographie, mais malheureusement que c'est stoppé ici. Il faut que j'aille à Kosa pour faire l'échographie. Quand même, c'est décevant. C'est décevant quand même. Mais je compte revenir faire mon accouchement ici. Comme Aïssatou, plusieurs femmes connaissent les mêmes difficultés. Dans les salles d'accouchement, pas de bloc opératoire. Les complications qui surviennent sont gérées dans un calvaire total. Dans le service de gynéco-obstétrique du CMC Les Flamboyants, on a un problème de matériel et d'équipement, d'infrastructure même, parce qu'on n'a pas de bloc opératoire, on n'a pas de banque sanguine. Et dans la salle d'accouchement, on n'a pas de couveuse pour les prématurés, on n'a pas de stérilisateur, celui qui est là est en panne, donc non fonctionnel. Au service de l'ophtalmologie, plusieurs patients qui viennent de l'intérieur du pays sont reçus et pris en charge avec les moyens de bord. Le service ophtalmologique est actuellement le service le plus fréquenté au niveau de la structure. Parce que nous recevons en moyenne 400 à 600 malades mensuels par mois. Je suis content d'aligner des petits tabourets et faire rentrer 5 malades en même temps. C'est compte tenu de l'affluence. Et c'est l'unique lampe à pente fonctionnelle. Et cette lampe-là n'est pas pour la structure. Ça, c'est ma propriété privée. Les responsables attendent avec impatience le démarrage des travaux d'extension du CMC, programmés par le ministère de la Santé en collaboration avec certaines ONG, impliquées dans la rénovation du centre médical communal des Flamboyants. L'armée guinéenne se prépare à commémorer l'an 59 de son existence. Le mercredi 1er novembre prochain sera célébrée dans tout le pays la fête du soldat avec à la clé des séries d'activités dans les garnisons militaires du pays. En prélude à cette date historique, le ministère de la Défense a lancé ce mardi 24 octobre la semaine du soldat, une période au cours de laquelle les autorités militaires entendent passer en revue les acquis de notre armée. Le ministre de la Défense a fait un discours que nous décrypte Antoine Kourman. Suivez. Du 24 octobre au 1er novembre, l'armée guinéenne ouvre ses portes aux médias pour une meilleure appréhension de son fonctionnement. La semaine du soldat permettra d'envisager l'avenir avec l'ambition d'atteindre facilement de nouveaux objectifs, a dit le ministre. La semaine qui précède cette date historique du 1er novembre, que nous appelons désormais la semaine du soldat, mettra l'armée guinéenne sous les projecteurs des médias publics et privés pour offrir l'opportunité au peuple de Guinée de communier avec elle. Pendant cette semaine, il sera question de passer en revue les acquis de l'armée vus sous le prisme de la réforme du secteur de sécurité initiée par le président de la République, chef de l'État, chef des armées, le professeur Alpha Condé. Dans ce discours de lancement de la semaine du soldat, un vibrant hommage a été rendu aux devanciers, aux pères fondateurs de cette armée ainsi qu'aux martyrs. Nos pensées pieuses vont à l'endroit de nos braves héros et guerriers qui ont vaillamment résisté à la pénétration coloniale et qui ont payé de leur vie la volonté de l'Afrique de demeurer libre et digne.
C'est sur leur courage et leur sens d'honneur que les pères fondateurs ont construit le socle de l'armée guinéenne, qui a vite conquis ses lettres de noblesse en prenant victorieusement part au combat pour la décolonisation du continent africain. Pour finir, le ministre de la Défense a lancé un appel aux soldats guinéens afin qu'ils fassent preuve de dynamisme et de bravoure dans leur mission. Je vous exhorte à davantage de dynamisme dans votre noble mission de défendre l'intégrité territoriale, de préservation de la paix et de la stabilité. Ce 59e anniversaire de l'armée guinéenne s'annonce sous fond de crise au sein de la Grande Muette avec l'explosion le dimanche dernier d'un important stock d'armes au camp Alpha Yaya Diallo. Les Nations Unies ont célébré ce 24 octobre le 72e anniversaire de sa création. En Guinée, la journée a été célébrée sous le thème « Potentiel dans la diversité ». En marge de cette cérémonie, un accord cadre a été signé entre le ministère de la Communication et les Nations Unies. Mamadou Kalisso, Amaralex Silla. Cette année, la journée des Nations Unies a été célébrée dans un contexte particulier, marqué par des tensions politiques, l'insécurité et des catastrophes naturelles. Il est temps de prendre le taureau par les cornes, prévient la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée. Le monde a toujours été confronté à de multiples défis. Mais ces dernières années, les raisons de s'inquiéter ont été amplifiées par les nouvelles qui nous parviennent de presque toutes les parties du monde, rendant notre sécurité réellement menacée, en raison notamment du terrorisme, des menaces liées aux armes nucléaires, des catastrophes naturelles et de tant de fléaux qui nous guettent au quotidien. En marge de cette journée, le ministère de la Communication et les Nations Unies ont signé un accord cadre. Un accord qui pourrait permettre une franche collaboration entre l'ONU et le système national d'information. Les Nations Unies souhaitent mobiliser l'ensemble des médias sur les grands thèmes aujourd'hui qui nous préoccupent, c'est-à-dire le thème de la paix, le thème de la prévention des conflits, le thème de la cohésion sociale, la cohésion sociale et humaine dans le pays, afin que les deux objectifs puissent coïncider dans le cadre d'une liberté d'information, liberté d'expression dans lequel chaque acteur jouera un rôle de premier plan. Selon Rachid Ndiaye, une feuille de route sera établie dans les prochains jours. Elle va permettre aux parties prenantes d'établir leurs préoccupations. Cela va permettre aux Nations Unies d'accompagner efficacement la Guinée dans ses différents rendez-vous sociopolitiques et économiques. Le ministre de la Jeunesse en visite dans quelques centrales de métiers de Conakry. Objectif s'enquérir du niveau d'exécution des travaux dont certains sont financés par le département. Reportage Ouminatou Sidibé. Par ce projet, le ministre de la Jeunesse compte toucher tous les jeunes du pays pour leur émancipation. Partout, Moustapha Naïti s'est dit satisfait du niveau d'avancement des activités que mènent ces jeunes sur le terrain. Il les encourage à exercer leur métier. Nous avons vu des jeunes qui évoluent, donc voilà, de temps à autre nous sortons pour montrer qu'il y a des exemples et que les jeunes sont en train de travailler. Et notre volonté aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les jeunes ne tombent pas dans un pessimisme désabusé, mais que les jeunes comprennent qu'il y a de l'espoir, que c'est à force de travailler que cela peut être réalisé. Georges Balagui-Lavogui fait partie des 25 jeunes formés dans le domaine de la floriculture. Il demande une aide au gouvernement pour équiper son domaine. Au niveau de la production des fleurs, on en a besoin beaucoup de choses, voire même les matériels. On en a besoin les moyens de déplacement parce que tu ne peux pas aller faire un pépinière dans quelques coins sans moyens de déplacement. Il y a des clients aussi qui en ont besoin d'être chez eux rapidement. La directrice nationale de l'insertion socio-économique des jeunes, accompagnatrice du projet, rassure de son appui en faveur des jeunes entrepreneurs. L'idée pour nous a été de les regrouper en GIE au nombre de 25, de les former, de les équiper et d'avoir un tuteur qui puisse être leur coordinateur pour les aider à se familiariser avec le métier, à pouvoir aller chercher des marchés et vraiment avoir des activités génératrices de revenus. Ce projet consiste à aider les jeunes en termes de formation et d'équipement afin qu'ils soient plus compétitifs sur le marché.
La mission de dissémination des rapports de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE continue son périple à l'intérieur du pays. Les préfectures de Lola, Zirekore et Farana ont reçu la délégation pour être édifiées sur les paiements effectués par les sociétés minières dans le cadre de la responsabilité sociale. Malik Sandiana Kamara, Aboukore Akourma. Le mont Nimba, long de 1752 mètres, riche en minerais de fer, se trouve dans la préfecture de Lola en Guinée forestière. La Société des mines de fer de Guinée a la charge d'exploiter cette richesse. En contrepartie, elle a l'obligation de participer au développement des localités impactées par cette exploitation, d'où l'objectif de la mission de dissémination des rapports produits par l'UTIE sur les versements locaux des entreprises minières. Au compte de l'année 2015 par exemple, la SMFG a payé un montant qui s'élève à plus de 238 239 000 de nos francs. C'est bon de faire une déclaration pour permettre, permettre qu'il y ait une transparence. Mais qu'est-ce qui est meilleur aussi, c'est d'aller au-delà de ça. Aller au-delà de ça, et vous avez déclaré qu'est-ce que les gens ont fait de cet argent. Ça, c'est un facteur important. C'est ce qui permettra de renforcer cette transparence au niveau des communautés locales. La mission a édifié les autorités préfectorales, communales et acteurs de la société civile sur leur rôle à jouer dans le développement local. Ici, chacun a su comment il doit se comporter pour mener une certaine transparence dans la gestion des ressources minières, l'exploitation et la gestion des ressources minières. Le hic aujourd'hui dans nos localités minières. Le vrai problème dans nos localités minières, c'est qu'il y a des rumeurs qui priment, qui vont vite, à la vitesse de l'éclair, sur la bonne information. Ce qui amène les communautés, les jeunes, à se révolter, à se mettre dans des situations simplement parce qu'ils n'ont pas l'information. Le périple de la mission UTIE tient le même exposé en Zérékoré. Les participants trouvent nécessaire cette dissémination pour la quiétude dans la cité. Ce que nous demandons, c'est que ces sociétés qui évoluent dans notre pays doivent toujours apporter un plus aux collectivités que nous sommes. Et ce que nous voulons aussi, c'est la transparence dans le paiement. D'Nzérékoré, cap sur Farana. Selon le rapport UTIE de 2015, la société Billington Holding a payé à cette localité plus d'1,608 561 000 répartis aux différentes communautés impactées. Cette mission est d'une importance capitale. Elle permet aux populations de comprendre que les sociétés minières viennent pour les accompagner sur le chemin de leur bonheur. Que pour nous autres, cette mission est en train de nous faciliter la tâche de la gouvernance. Nous avons eu à présenter tous les paiements qui ont été effectués par l'ensemble des sociétés minières de la Guinée et les revenus perçus par l'ensemble des institutions publiques et aussi les communautés locales. Pour une large couverture des personnes à sensibiliser et à informer sur les activités minières, les étudiants et le corps professoral de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana ont été associés, suivis d'une émission radio dans la langue locale. Elle sert à fabriquer le savon, certains l'utilisent dans la teinture. La soude caustique est un produit dangereux mais qui se trouve toujours à la portée des enfants qui peinent à faire la différence entre poison et nourriture. À l'hôpital national Ignace Dine, nous avons suivi quelques victimes de sténocaustique et le médecin spécialiste a profité de l'occasion pour attirer l'attention des femmes de la soude caustique. C'est un reportage grand format signé Mamadou Saliouba, Abou Korea Kourouma, Salif Lifosissé et Mohamed Aloussen Kamara. C'est un produit qui assure la survie de plusieurs familles, mais qui est d'un danger extrême. La soude caustique. Pour le comprendre, nous nous sommes rendus à l'hôpital national d'Ignace Dine où sont traités en 2 ans quelques 150 enfants, tous victimes de la soude caustique, cette substance chimique que les mamans peinent encore à éloigner de leurs enfants. Ce jour-là, c'est le docteur Balamoussa Touré qui nous accueille avec l'un de ses patients qui se remet petit à petit d'une brûlure caustique de l'œsophage. Aujourd'hui, l'enfant se porte un peu bien, mais d'autres sont toujours dans l'urgence, comme celui-là qui a confondu la soude caustique à la nourriture. Sa tutrice fabrique le savon.
Quand elle a fini, elle a demandé aux enfants de sortir. Elle a refermé la porte. Mais quelques temps après, l'un des enfants s'est retourné, il a ouvert la porte. Il a pris la soude caustique et l'a mise sur sa bouche. Il a commencé à pleurer. Les cris de l'enfant sont souvent ceux qui alertent les mamans. Alors la panique s'installe, tout le monde veut venir au secours et des remèdes empoisonnés viennent de partout. Nous aggravons en apportant l'huile rouge, en donnant le lait Gloria ou en donnant du citron. Nous aggravons, ou même les œufs. Il ne faut pas le faire. Il faut adresser l'enfant. Docteur Balamoussa Touré est l'un des rares médecins spécialisés dans les brûlures caustiques. Et depuis de longues années, c'est le même message qu'il véhicule. Gardez la soude caustique hors des enfants, ne la mettez pas dans des bouteilles à usage alimentaire, car la prise en charge est longue et elle est aussi coûteuse. On commande en Allemagne, c'est par centaines. Parce que l'usine ne fabrique plus, ce n'est plus un problème pour les Européens, ils n'en fabriquent plus. Il faut une commande spéciale. Donc on ne peut pas commander 1 ou 10, non. Ils disent, ah si vous commandez 100 ou 120, on fabrique. Mais malgré les efforts et les multiples sensibilisations, le nombre d'enfants victimes de brûlures caustiques ne fait qu'augmenter, selon Aïssatou Diallo, assistante technique à Terre des Hommes, une ONG qui accompagne les enfants victimes de brûlures caustiques. On appuie en sonde, en achetant les sondes nasogastriques qui n'existent plus déjà même en Europe. Donc on fait des commandes en Allemagne pour pouvoir, ces sondes consistent à permettre à l'enfant de s'alimenter normalement. Donc on les appuie dans ce sens. Alors pour éviter que l'enfant ne se retrouve dans cet état ou qu'il ne mange que par cette sonde, Dr Balamoussa Touré tape sur ses claviers et sort quelque chose qui pourrait minimiser les conséquences. Si vous êtes loin d'un centre de santé, il faut laver, courber la tête de l'enfant, nettoyer avec de l'eau que vous avez à côté. Ça c'est le premier soin qu'il faut faire. Aujourd'hui, grâce à la sensibilisation, les enfants victimes de brûlures caustiques sont rapidement transférés à l'hôpital. Mais les mamans doivent encore fournir d'efforts pour garder les produits nocifs loin des enfants. Coopération universitaire Kofi Annan de Guinée et Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire viennent de signer à Conakry un accord cadre dans plusieurs domaines de formation. Par ce partenariat, les deux universités s'engagent à harmoniser leurs efforts dans le partage des expériences et dans la qualification de leur enseignement. C'est un public reportage signé Mamoudou Babila Keita. L'excellence et la modernité, c'est la vocation de l'université Kofi Annan de Guinée. Cette ambition en faveur de la jeune génération, dans le cadre de la formation, ne peut s'obtenir que dans la diversification des liens de coopération avec d'autres grandes universités d'Afrique et d'ailleurs. C'est aller vers l'excellence, aller vers l'échange des enseignants, l'échange des étudiants, donc des chercheurs, des professeurs. Fruit de la faculté des sciences économiques de l'université d'Abidjan, Dr Ousmane Kaba trouve une importance capitale dans ce partenariat qui lie son université à la plus grande université de Côte d'Ivoire. C'est une université de pointe en Afrique de l'Ouest. Donc nous voulons que nos jeunes puissent bénéficier de leur expérience à travers cette coopération. Pour le directeur de cabinet de Kofi Annan, ce partenariat va s'opérer dans plusieurs domaines, notamment la formation, la recherche, la gouvernance et la documentation. Ces relations de coopération prendront les formes suivantes. Échange d'enseignement, de chercheurs et d'étudiants, échange d'expériences en matière de pédagogie et de gouvernance universitaire, élaboration et mise en œuvre de projets communs de formation, de recherche et de renforcement de capacités des enseignants et du personnel administratif et économique technique. De son côté, le président de l'université, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, s'est dit surpris par la qualité des installations et les équipements que dispose l'université Kofi Annan. Pour lui, c'est la plus grande des universités privées de la sous-région. Je parie que, et j'en suis même sûr, que l'université Kofi Annan a tous les moyens dont une université digne de ce nom doit disposer pour garantir l'excellence de la formation de ses étudiants.
Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, présent à cette signature, a félicité cet accord de partenariat avant d'affirmer la disponibilité du département à accompagner sa mise en œuvre. Je félicite une fois encore les deux universités et encourage par la même occasion toutes nos institutions de formation à se lancer dans cet élan d'intégration africaine. Cette coopération interuniversitaire renforce l'intégration sous-régionale et diversifie les relations de coopération entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Tunturou, c'est dans l'Abbé. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.